تسأل علي كتير وبتحبني، تسأل علي كتير وبتحبني، بعرف هالحكي حافظة هالحكي، كل الحكي حلو ومع انه حلو ليش بيضلوا احساسي اللي لا في شي بده يصير في شي. Donc il y a eu des moments comme ça où la France a eu un engagement, d'autres moments où au contraire la France, parce que c'est un vaste sujet, la France est dans une très grande hésitation sur la question israélo-palestinienne. On en parlait l'année dernière, c'est vraiment une hésitation constante. Et puis les derniers développements de la politique française au Moyen-Orient, c'est vraiment s'appuyer sur l'Arabie Saoudite. On participe même dans le dernier voyage de François Hollande, c'était de participer au CCG, au Conseil de coopération du Golfe. Et moi je connais des gens de son entourage et ils m'ont dit c'est bien. J'ai dit oui, c'était aberrant. Et après il y a une affaire très particulière. Ils sont allés au Qatar, enfin d'autres gens sont ministres de la Défense, et ils sont au Qatar et le chiffre magique dont ils étaient très fiers, c'était 24. On a reçu 24 rafales au Qatar, et pour eux c'est important. Mais si vous réfléchissez à la carte telle qu'elle est là, eh bien ça veut dire qu'on est du côté des monarchies du Golfe, on est du côté du Qatar qui pèse quand même, fait beaucoup sur le plan financier, mais sur le plan démographique, historique, comparé à l'Iran, c'est rien. Donc la France est quand même en train de se balancer de cette direction, avec évidemment, en le voulant pas, se mettre dans l'axe sunnite, parce que c'est perçu comme ça, et c'est présenté comme ça, et en laissant trois fronts qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est ils sont en train d'essayer de faire un texte, et pour l'instant ça va pas très loin. Deuxièmement, ils ne sont pas vraiment présents sur le front syrien, du côté de l'opposition syrienne, puisqu'ils ont fait beaucoup de déclarations, il n'y a pas eu les actes nécessaires qui auraient permis de bouger. Et puis enfin, c'est toute une question, c'est les pas vers l'Iran sont aujourd'hui bloqués par un certain nombre de responsables qui ne souhaitent pas trop aller vers l'Iran, alors que l'Iran est une pièce maîtresse du dispositif, dont on pourrait parler si vous voulez plus en détail. Donc on a une et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec des responsables du Quai d'Orsay, et quand ils disaient ça, ils disaient oui, mais on est en train de le faire. Donc je ne suis pas inquiet. Ça veut dire qu'il y a actuellement un rééquilibrage de la politique française qui doit peut-être se faire. Voilà en quelques minutes un tableau très schématique de la situation aujourd'hui. Voilà. J'ai vraiment une petite intervention à faire. Simplement, j'ai fait une omission dans ma présentation. J'ai oublié de vous dire que Jean-Paul Chagnelot avait été le maître d'œuvre de la création de l'IREMO il y a de cela 5 ans, en 2001, Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, qui est devenu un pôle fondamental de la recherche de débat à Paris, métro Gobert Mutualité, c'est vraiment pas très loin de la gare de Lyon. C'est un think tank, c'est ce qu'on appelle comme ça, et il y a aussi des universités populaires. Enfin il y a toute une série d'activités qui sont maintenant incontournables à Paris. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. L'État sans nation, le diable est toujours dans les détails. J'ai lu le livre de Vincent Cloiret, La question syrienne de 1914-18, et il a épluché des archives franco-britanniques, des archives diplomatiques qui donnent le détail de ce que vous avez dit pour le début. Et il me semble, j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même des aspirations syriennes vers une sorte de nation, et que la France a bombardé Damas en 1925 ou à peu près à ce moment-là, avec une terrible répression. Et ça, je ne comprends pas pourquoi c'est très rarement mentionné dans les présentations sur ce passé là, vous touchez du doigt un point central. On revient à la première partie. C'est-à-dire que le président Wilson aurait souhaité qu'on tienne compte des aspirations des peuples. Et il avait essayé de faire passer des arguments. Il avait même envoyé une mission pour essayer de recueillir les désirata des uns et des autres. Et puis, pendant la conférence de la paix à Paris, il y a presque toutes les délégations des différents peuples qui viennent et qui exposent.
Et par exemple, Faisal, le roi Faisal, qui est avant d'être roi, c'est le fils du shérif Hussein de la Mecque. C'est lui qui est à Paris. C'est lui qui négocie pour les Arabes. Et en fait, il négocie pour ce qu'on appelait la Grande Syrie, qui comprenait, en fait, qui est devenue la Syrie, le Liban, la Transjordanie et la Palestine. C'était ça. Et donc, à un moment donné, en février 1920, il va proclamer un royaume arabe sur cette région-là. Il proclame ce royaume arabe. Nous sommes en février 1920. En juillet 1920, il y a la bataille de Maysalun, avec le général Gouraud, qui est le haut commissaire français de l'époque, et qui écrase l'armée de cavaliers contre les blindés français de Faisal. Et donc Faisal est complètement liquidé, et tout ce mouvement national est complètement marginalisé. Et ça se passe en 1920. Ensuite, nous sommes en février, juillet, en septembre 1920, la France crée les États à partir des mandats qu'elle a. C'est-à-dire qu'on va créer le Liban, c'est Gouraud qui publie des décrets, et puis plusieurs États syriens, Jebel Druze, l'État d'Alaoui, l'État d'Alep, l'État de Damas. Et donc ils divisent. Et dès ce moment-là, la France instrumentalise les différentes communautés, alaouites, maronites, druzes, sunnites, etc. Et il y aura en 1924-25, si vous évoquez là, une révolte d'abord druze, mais en fait plus large que druze, qui commence dans le Jebel Druze, qui sera la révolte syrienne. C'est la révolte de 1925. Au Maroc, c'est quelle année la révolte d'Abdelkrim? C'est exactement à la même époque. C'est-à-dire qu'on a aussi bien au Maroc qu'en Syrie des révoltes, et dans des conditions évidemment très différentes. Elles sont écrasées par l'armée française. Voilà. Et si on va en Irak, il faut bien comprendre que, alors, quand on dit État sans nation, il faut aussi comprendre que la notion même d'État, qu'est-ce que ça veut dire? La notion d'État, la formule politique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire quelque chose pour une certaine élite du Levant, c'est-à-dire cette zone-là qui est très en lien avec l'Occident, mais plus on s'éloigne, plus cette formule-là n'a pas de sens. Et par exemple, dans toute cette zone-là, cette idée, alors que nous sommes en 1922-23, lors de la fondation de l'Irak, il y a une majorité de 75% de chiites, et la notion d'État n'a pas de sens, tout simplement. Donc, quand on dit État sans nation, il faudrait aussi dire, mais le terme même d'État n'a pas de sens, et le terme de nation non plus. On est dans d'autres logiques politiques d'organisation sociétale, communautaire, identitaire, qui ne sont pas celles que nous assimilons comme ça l'État-nation. Donc je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et si on prend la question palestinienne, on a une révolte, on a le premier heurt extrêmement violent en 1929. Et les années 20, elles sont des années de révolte un peu partout, et à chaque fois écrasées dans des conditions évidemment à chaque fois différentes, mais le Maroc est concerné aussi. Enfin, c'est intéressant de voir que nous sommes dans les logiques coloniales. Et en 1929, ça commence par le mur, par la lamentation. Il n'y a jamais eu de graves soucis avant 1920. Il y avait coexistence entre juifs, chrétiens et musulmans. Et puis, à partir des années 20, le nationalisme s'en empare. Là, nous sommes dans des logiques différentes. Et là, pour le coup, la notion d'État-nation pour le mouvement sioniste a du sens. On a affaire à des gens qui arrivent d'Europe et qui savent ce que c'est qu'un État et qui essaient de construire une nation à partir du mouvement national qu'est le sionisme. Donc je crois que ce qui est important dans cette affaire-là, c'est de réfléchir à ce que pouvaient signifier ces formules qu'on importait au Moyen-Orient et qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'auraient souhaité les peuples de cette région. On pourrait continuer comme ça. Il y a les Kurdes. Les Kurdes avaient une délégation en 1919 qui revendiquait, on pourra peut-être passer tout à l'heure les cartes si vous voulez, donc on pourra avoir le tracé des territoires revendiqués par les Kurdes, donc dans l'est de la Turquie contemporaine. Et les Kurdes, eux, ils sont... on peut, très bien, merci, c'est génial. Voilà, il suffit de demander, merci beaucoup. Donc voilà la revendication... la revendication kurde, et celle-là, la revendication kurde, elle est inscrite comme étant une possibilité, pas forcément avec ce territoire-là, mais dans le traité de Sèvres. Sauf que eh bien, le traité de Sèvres sera balayé par Atatürk, mais voilà un exemple, et quand vous regardez ça, vous vous dites, oui, le Kurdistan irakien, il est ici. Alors le reste, bon.
Donc on est dans des logiques, et on pourrait continuer, on peut continuer si on peut voir les revendications des Arméniens, par exemple, des Arméniens. Voilà, alors c'est tout ce alors là aussi, cette zone-là, alors il y a eu plusieurs revendications arméniennes, mais parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, et ça chevauchait les revendications kurdes. Nous sommes après le génocide. Il faut quand même rappeler cette dimension absolument essentielle. Le génocide commence en avril 1915. Là, nous sommes en 1919. Et au moment du congrès de Sèvres, enfin, entre 1910 et 1920, on demande à Wilson d'arbitrer les frontières. Et là, vous avez donc le tracé de l'Arménie selon l'arbitrage de Wilson. Et ça vous donne ça. Mais là aussi, l'Atatürk, en liaison avec les soviétiques, va écraser la résistance arménienne. Donc ce schéma, il est complètement bousculé. Et on peut continuer. La seule exception serait peut-être de montrer les Libanais. Alors c'est intéressant. Les Libanais, c'est-à-dire les maronites libanais, demandent à Clémenceau. Ils sont là, les maronites libanais. Ils sont ici, dans le Mont Liban. Tout le reste, c'est en fait ce qu'on appelle, enfin, y compris le Mont Liban, c'est cette fameuse grande Syrie dont je parlais. Et ce qui est intéressant, c'est que les maronites vont demander un accès à la mer, c'est logique quand on regarde la carte, un accès à la terre, si je veux dire, c'est-à-dire aux ressources agricoles de la Béka, c'est-à-dire qu'ils vont demander un grand Liban. Et bien, ce grand Liban, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir au détriment du nationaliste que nous parlions tout à l'heure en Syrie. Et évidemment, et en faisant cela, nous avons donc une majorité maronite, et du coup, on va avoir sunnite, chiite, on va avoir cet État libanais complètement immobile, avec, entre guillemets, autant de chrétiens que de musulmans dans la forme, puisque le recensement de 1932 n'a jamais été remis en question, n'a jamais recompté, et que le Parlement libanais aujourd'hui, qui est complètement bloqué, il s'est auto-reproduit en novembre dernier, il y a autant, sur les 132 sièges, il y a autant de députés chrétiens que de députés musulmans. Donc on est une espèce de système consociatif un peu schizophrénique, quoi. Donc tout ceci je dirais, c'est un peu le terreau de contradictions qui ne peuvent pas ne pas sauter. C'est un peu comme si nous étions dans des volcans, des tremblements de terre, des plaques tectoniques qui à un moment donné ne bougent pas et qui d'un coup se mettent à bouger. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors, ça n'a pas bougé au Liban, mais le Liban c'est une situation extrêmement difficile. Et c'est un État complètement immobilisé. Voilà. Alors peut-être qu'on pourrait avoir une photo, je peux vous la montrer, c'est une photo je trouve... oui, celle, non, pas Fessal. Non, c'est sur la 2, c'est sur le 4 grand, c'est sur la partie 2, partie 3, voilà, la 23 par exemple, voilà, c'est ici, la 23. Vous allez voir, c'est assez, ça en dit long. Voilà, ça c'est à Jérusalem, nous sommes en 1921, juste après la conférence de Caire dont on va peut-être vous montrer. Et là, vous avez Churchill, qui est secrétaire d'État aux colonies. Là, vous avez colonel Lawrence. Et là, vous avez Abdallah, un des fils du shérif Hussein. Et à la conférence du Caire, quelques jours plus tôt, ils ont décidé de confier au second fils de Hussein un émirat. Il donnait un émirat sur les Transjordanie. Donc vous voyez la scène, Churchill qui est 30 pas devant, et puis Abdallah qui suit derrière et qui va voir son émirat. C'est quelque chose d'assez... C'est extraordinaire cette photo. On peut en voir d'autres, si vous voulez, peut-être une autre, parce que ça montre bien. On va par exemple. Voilà, le couronnement du prince Faisal. Ça, c'est donc l'État irakien qui est créé. Vous avez donc ça, c'est le frère d'Abdallah, et qui est couronné. Et vous voyez le soldat britannique qui sont là. C'est assez extraordinaire, quoi. Il est entouré de soldats britanniques. Voilà. Et donc, et ça, c'est un pouvoir sunnite, complètement un pouvoir sunnite, et qui va laisser de côté 75%. En plus, en termes même de nationalité, on va laisser de côté, c'est très compliqué ça, parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas de nationalité. Enfin, l'Empire ottoman, il n'y avait pas des documents, là aussi, il faut essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'époque. Et beaucoup de gens qui habitaient dans cette région n'avaient pas de documents d'identité ou de nationalité. Et donc il a fallu octroyer une nationalité irakienne, et on l'a fait presque automatiquement pour les sunnites, pas pour les chiites. On considérait comme persans. Bref, et le résultat des courses, eh bien, on a installé un pouvoir sunnite. Et ce
pouvoir sunnite a perduré jusque, pour reprendre les formules de Pierre-Jean Musard,